Et voici, alors déjà on va commencer simplement. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Qui est Jean-Claude Delgenès? Delgène, oui, tout à Delgene, fait. pardon. Sa vie, son Alors, œuvre. Qui êtes-vous? au départ, je suis économiste de formation. J'ai intégré, après mon troisième cycle, le ministère de l'Industrie au début des années 80. Ça me rajeunit pas trop, mais c'est comme ça. J'ai occupé un poste où je m'occupais un poste de la création d'entreprise. Et puis ensuite, j'ai été directeur adjoint de l'IRES à Paris, l'Institut de recherche économique et sociale. J'ai créé un centre de valorisation de la recherche à Dauphine en 80, 87, 88, donc avec l'ancien président de l'université Ivar Eklund. Et après, donc, j'ai créé Technologia fin 89. Voilà en fait mon parcours. Pourquoi Technologia? Parce que tout simplement, j'avais envie d'être indépendant et puis je voulais passer de la théorie à la pratique, puisque j'avais beaucoup travaillé sur la question, la création d'entreprise. Et à l'époque, il y avait énormément de problèmes liés à la montée en puissance ce qu'on appelle les progiciels de gestion, SAP, PeopleSoft, Oracle. Et Ok. donc, mon utopie, en fait, si vous voulez, c'est de faire en sorte que les, les outils technologiques soient anthropocentrés, c'est-à-dire servent l'individu plutôt qu'à l'asservice. Voyez. Et donc, mon projet, c'était ça. C'est pour ça que j'ai pris le terme technologia, qui n'était pas pris à l'époque, que j'ai Hein. protégé. Et aujourd'hui, en fait, j'accomplis un cycle, hein, puisque bon, j'arrive quand même à un âge, disons, certain. Et ce que je vois, c'est que avec l'intelligence artificielle, on est à nouveau en plein dedans, en fait, avec alors, on travaille nous beaucoup sur ces sujets-là hein, depuis une dizaine d'années, mais on voit bien. J'avais en fait, sans avec par intérêt, j'ai trouvé en fait une veine sociologique, économique à traiter, psychologique aussi à traiter. Et puis bon, on a fait un gros travail. J'ai pas mal de gens qui m'ont rejoint, des experts de haut niveau, puisque moi, je baignais à l'époque dès le départ dans un milieu assez rigoureux de recherche. Et donc, j'ai pu travailler avec des personnes extraordinaires. Ça m'a permis de construire le socle et ainsi d'avancer sur technologie, en fait. Voilà. C'est assez marrant, ça renvoie pas mal à mes études en fait, parce que je suis en psychologie ergonomique. Et c'est Ouais, vrai qu'avant la définition de l'ergonomie, en fait, il y a eu un shift philosophique qui renvoie vraiment à ce que vous dites sur Technologia. C'est-à-dire qu'avant l'ergonomie, c'était l'adaptation de l'homme à la machine. ouais, tout à Et, fait. et en fait, il y a eu un vrai shift. Et d'ailleurs, vos travaux me font penser pas mal à beaucoup de Mm. choses qui se disent en ergonomie. Mais du coup, effectivement, la définition à shift à de adaptation de l'homme à la machine à adaptation de la machine à l'homme. Ouais, tout à Donc fait. vous êtes vraiment Oui, parce là-dedans. que ça a été source d'énormes problèmes. D'ailleurs, ces technologies, en fait, plaquées sur le réel, ont donné lieu à, y compris à des dépôts de bilan, à des faillites mémorables, etc. Il y a eu toute une série de problèmes qui ont été d'ailleurs très souvent passés un peu sous silence. On a mis la poussière sous le tapis, comme on dit, et donc on n'a pas tiré tous les enseignements de cela. Et voilà, on a été amené après à se développer. On a pris pas mal de dossiers assez emblématiques. Je me suis occupé, par exemple, en 92, Mhm. des conséquences économiques, sociales et humaines de la privatisation du système électrique en Grande-Bretagne, le CEGB. C'est Ok. une étude que j'ai gagnée un peu, enfin, de manière astucieuse. Et, Ouais, c'est un appel d'offres, hein, ouais. dans la direction des études d'EDF et les syndicales. Et cette étude a été pour moi un grand accélérateur de développement. Ensuite, on a travaillé sur des sujets comme l'amiante de Jussieu. On a déplacé des gens après avoir constaté qu'il y avait, alors les gens, c'était les enseignants et les étudiants. On a constaté qu'il y avait plus de 60 fibres d'amiante par litre d'air, alors que à l'époque, la tolérance, qui d'ailleurs a disparu aujourd'hui, prévoyait 25 fibres par litre d'air. Donc, c'était déjà très, très mortifère. Voilà. Donc, ensuite, quelques autres étapes. En 2001, François Barra, qui était salarié de Technologia, qui était collègue, a eu à traiter l'affaire à ZF à Toulouse en tant qu'expert judiciaire. Ça c'était aussi une manière, une reconnaissance indirecte.
Euh, on s'est occupé aussi de la grande affaire des suicides donc au Technocentre Renault. Quand Ouais, Carlos Ghosn est arrivé, il a pris un certain nombre de décisions qui ont été, à mon avis, à la fois discutable, ouais. très discutables. Il voulait se démarquer de son prédécesseur qui était très apprécié. Et quand il est arrivé, il a dit trois choses. La première, il a doublé le plan de charge de Renault, puisque Renault, c'était en 2006, hein. Et donc, il a dit Renault 2009, eh ben, on fera le double de voitures pour le technocentre, hein, donc ce qui était déjà Hmm. une lourde charge. Il a expliqué que personne n'avait plus droit à l'erreur. Et dans le même temps, il s'est séparé de une quarantaine de cadres dirigeants qui étaient tous très, très proches de Schweitzer. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une pression énorme. Les gens commencent à travailler comme des dingues, arriver à 7 heures, partir à 23 heures parfois. Enfin, oui. Et puis, on a eu une floraison de crises suicidaires. Et dans ce bourbier, en fait, nous, on a été nommés comme experts. On a fait une première étude avec la nouvelle direction, puisque la direction antérieure était quand même assez autiste sur le plan social. Est arrivé un garçon assez remarquable qui s'appelle Bernard Olivier, Ouais. qui depuis d'ailleurs est devenu une bonne relation amicale, quelqu'un que j'estime beaucoup. Et donc, on a fait un gros travail pour. Je t'aurais peut-être l'interviewé. Ah, il est très très bien. Je pourrais Ouais, vous donner ses coordonnées si vous voulez. C'est un super. mouvement super. Vous Et pourriez vous retrouver dans le débat, ça serait marrant. ah ouais, c'est un garçon très très bien. Il a été par ailleurs après, pour vous dire, Bernard, il a redressé le Technocentre. Après, il était nommé, il était à l'époque patron du Technocentre et l'ingénierie de Renault. Ensuite, il a été amené à prendre la relance à la demande de Tavares, qui était à l'époque chez Renault. Il a relancé Alpine Renault, qui avait été mis de côté depuis des années. C'est un énorme succès commercial, Alpine Renault aujourd'hui, ça marche très bien. C'est lui qui l'a relancé, qui a relancé les prototypes, etc. Puis, dans le même temps, il était nommé président de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Voilà, c'est un mec très bien. Et, bon. Après, pour revenir à notre histoire, ayant réussi vraiment, je pense, on a fait un gros travail chez Renault. Donc, une première étude, et avec Bernard, on avait décidé qu'on refaisait une étude bilan un an et demi après. Ce qu'on a fait, ça a très bien marché, parce qu'on a pu voir les écarts, on a pu voir l'apport de la mission que nous avions menée, et c'était très intéressant. Ensuite, s'occuper des suicides à la poste au niveau national, c'était une Mhm. mission très difficile. Ouais, La grande affaire France Télécom Orange en on va en 2000. parler. Voilà. Et puis, bon, plein de choses. On a fait, par exemple, la chemise arrachée chez Air France, l'accident mortel de TGV dans l'Est de la France, l'affaire Kerviel, j'ai oublié d'en parler, enfin, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, des Sur toutes les missions. grandes affaires médiatisées, en tout cas sur beaucoup d'affaires bien médiatisées, vous y étiez. Bah, écoutez, moi je vous donne un 18 sur 20 en mémoire. Euh, donc là, Alors, j'ai une excellente mémoire. C'est une de mes qualités, mais bon. donc ouais, voilà, c'était ça hein, ce que j'avais effectivement retenu. Aussi, vous avez participé à l'appel des 44 en 2011? C'est moi qui l'ai lancé. Ouais, C'est moi qui l'ai lancé avec, à l'époque, Michel Debout, qui nous a quittés donc, en novembre 2024, qui était mon ami avec qui j'ai écrit deux livres, un sur le suicide, un cri silencieux, et le deuxième, c'était Idées reçues sur le suicide. Voilà. ouais, je l'ai celui-là. Et donc, non, ça c'est Burnout, Idées reçues sur le Burnout. Ah, Et puis lien sur le sur le suicide, suicide, ouais. voilà, avec Michel. Et donc, on a appelé, à lancer l'appel et on a réussi à faire en sorte, après, disons, une période difficile parce que à l'époque, Sarkozy et Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail et de la Santé, plutôt que Sarkozy, Xavier Bertrand d'ailleurs, ne voulaient pas d'un observatoire national des suicides parce qu'ils considéraient que ça allait permettre d'analyser le quinquennat qui s'achevait, puisque Sarkozy voulait se représenter sous l'angle des suicides. Comme il y avait du fait de la crise, une flambée des suicides, il avait peur, Sarkozy, que la création de cet observatoire soit vécue comme étant un marqueur disons, funeste de son quinquennat. Donc, Hmm. s'y opposer, bon, nous, on a lancé une pétition, on a lancé l'appel des 44, parce qu'ayant traversé toutes les grandes crises, ayant traversé vraiment des choses difficiles à vivre,
je m'étais aperçu à l'époque, j'étais pas le seul, qu'on n'avait rien, quoi. On ne Mmh. savait pas à l'époque, par exemple, l'incidence d'un plan social sur le passage à l'acte suicidaire. On ne savait pas quelle était, par exemple, l'incidence du surendettement sur le passage à l'acte suicidaire. On ne savait pas l'éloignement professionnel, ses conséquences. Enfin, il y avait énormément de données qu'on n'avait pas. Et d'ailleurs, il nous en manque encore beaucoup, mais il y a eu quand même un gros travail de fait de rattrapage dû à cette création de l'Observatoire national du suicide. Et c'est très bien, parce on a une instance qui travaille sur un sujet où la France a beaucoup de retard, hein. La France a commencé en 2000 à travailler sur les crises suicidaires, alors que les Anglais ont commencé dans les années 50. Vous voyez, on a 50 Mmh ans de mh. retard sur l'Angleterre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Anglais ont quand même un taux de suicide quand même beaucoup plus, disons, bas que nous. Nous, on a une surmortalité que moi j'estime à peu près à 5000 personnes par an. On a à peu près 10 000 morts chaque année. On a 160 000 passages à l'acte chaque année. Vous voyez, donc des tentatives, hein. Et puis voilà, donc et ça reste très stagnant depuis 20, 30 ans. Alors qu'on devrait pouvoir, avec une campagne sur ce que nous on a réclamé pendant des années, mettre en place une campagne de santé publique sur la prévention du suicide. Mais on n'arrive pas à le faire. Les pouvoirs publics, les mecs qui dirigent ne comprennent rien. Et ils pensent que si on parle de suicide, on va provoquer des suicides inverses. C'est qu'il faut en parler en termes de prévention, en montrant bien aux gens qui sont en difficulté. Aujourd'hui, on a un véritable pic incroyable en termes de pathologie psychique. On en parlera peut-être. Mais bon, rien n'est fait de ce point de vue-là. Oui, je Voilà. m'en souviens, c'était un des arguments enfin, je sais plus de qui à France Télécom, mais qui disait que on parlait du suicide médiatiquement, donc il y avait des suicides parce que les employés se disaient ah bah oui, c'est vrai que mon entreprise elle est pas si, elle est pas très Le bien. problème, Il y avait le cet problème, argument-là, c'est c'est vrai, hein. le problème, Qui est fallacieux, bien sûr. ouais, le problème, c'est que vous avez un effet qui peut être quand quelqu'un, si vous voulez, est tellement mal qu'il décide de faire taire la souffrance en passant à l'acte suicide, parce que c'est ça en fait, hein, il n'arrive plus à faire face. Et donc, le problème, c'est de comprendre que cette décision, si elle peut avoir donc comme conséquence d'envoyer une issue à des gens qui, dans la même situation, considèrent que l'issue est bonne. Et donc, elle contribue à lever en fait les barrières Ouais. psychologiques, les barrières sociales par rapport à l'acte suicidaire. Et donc, oui, c'est vrai on peut avoir des phénomènes qui jouent sur le passage à l'acte suicidaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut traiter les crises suicidaires. Là, on discute, mais par exemple, je vous ai dit, on a 10 000 morts, on a 160 000 tentatives de suicide, principalement des femmes aujourd'hui. Bon, vous additionnez le tout, ça fait 170 000 personnes. Alors, à peu près, parce que en fait, on ne sait pas trop, parfois, les statistiques ne sont pas très claires. Entre les passages à l'acte, il y a plusieurs passages à l'acte, parfois c'est la même personne. Mais globalement, on peut dire on va réduire les 160 000 à 130, 140 pour ajouter les 10 000 morts. Disons, on a une focale qui tourne autour de 150 000 personnes. Cette focale, si vous multipliez, à peu près une personne est en contact avec une vingtaine d'autres personnes en société. Donc, globalement, vous voyez, on est à plusieurs millions, 3, 4 millions de personnes qui sont concernées chaque année par une crise suicidaire. C'est fondamental de comprendre ça. On a donc un trou noir, en fait, d'anxiété, parce que effectivement, l'acte suicidaire véhicule d'une manière prégnante au niveau neurologique un mal-être, vous voyez. Et donc, et nous, on ne s'attaque pas à ça. Vous voyez, on ne s'attaque pas à ça, on ne fait rien du point de vue de la politique de santé. Si là comme ça devient tellement ingérable que les gouvernants actuels ont lâché qu'il fallait un plan sur la santé mentale, etc. Mais il y a des années que moi je le réclame, vous voyez. Et il faut vraiment s'en occuper, parce que le temps ne fait rien à l'affaire. Et donc, pour revenir à la question suicidaire, puis on reviendra après à vos questions, mais bon, je ne sais pas si on en est loin d'ailleurs, mais la question suicidaire, elle peut se traiter, elle doit se traiter justement pour éviter ce qu'on appelle les suicides en grappe, ce qu'on a connu à France Télécom, ce qu'on a connu à La Poste, ce qu'on a connu dans d'autres endroits. Quand quelqu'un se donne la mort, il renvoie une information qui peut être en fait très,
je dirais, vécu douloureusement par d'autres et qui peuvent effectivement considérer que c'est une solution pour eux. Donc, il faut faire attention. Donc, en tous les cas, à l'époque, bon, on n'a pas réussi. Et puis, il y a eu un changement et donc on a repris. On avait plusieurs milliers de signatures dans l'appel des 44. Et puis, le gouvernement a lâché en fait prise. Le nouveau gouvernement qui arrivait à l'époque, c'était Hollande, qui était président. On a réussi à convaincre et l'observatoire a été créé. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, c'est une avancée. C'est pas suffisant, mais bon. Oui, effectivement, vous mentionnez l'échelle nationale et ça renvoie à une tension qu'on va aborder, hein, qui est la tension entre l'échelle individualiste et l'échelle Ouais, constructiviste, si on veut. ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et effectivement, il y a plusieurs échelles pour traiter ces sujets. D'où cette première question. Donc, vous Allez-y, insistez effectivement. Oui, pardon. allez-y. Ouais. Ouais. Vous insistez sur la nécessité d'agir sur l'organisation du travail plutôt que de faire reposer la responsabilité sur les individus, donc une stratégie plus constructiviste. Mais quelle place faut-il malgré tout accorder à la résilience individuelle et comment éviter à la fois de psychologiser des problèmes Ouais. collectifs, mais en même temps de possiblement nier les marges d'action personnelle? Alors, je pense pas qu'il faille opposer les deux. Pour moi, si vous voulez, les deux démarches. Pour moi, une entreprise, un service public, c'est un organisme vivant, qui obéit à un équilibre homéostatique. Il y a différentes formes de forces qui s'exercent, des facteurs de risque, des facteurs de protection, des facteurs qui peuvent être de risque ou de protection en fonction de l'intensité ressentie. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. Ce que je constate, moi, en fait, aujourd'hui, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que la dégradation des conditions de travail, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a plusieurs études, je peux les citer rapidement, qui démontrent que on a un profond recul des conditions de travail dans notre pays. Par exemple, l'étude du Centre d'études d'emploi et du travail européen a montré que au cours des 20 dernières années, alors ils ont fait 3 itérations, 3 études qui reprenaient une durée de 5 ans. Bien, la France, alors c'est une étude qui est publiée en 2017. La France a été le pays avec la Grèce, on voit pourquoi, et avec l'Espagne qui a le plus perdu en matière de conditions de travail. Mmh. Une étude qui a fait grand bruit, c'est l'étude aussi Eurofund, qui à l'époque, en 2022, a montré que la France était au même niveau que l'Albanie, c'est-à-dire avant-dernière, sur la plaque européenne, c'est-à-dire les pays de toute la plaque européenne. C'est pas simplement l'Europe politique, mais c'est tous les pays, l'Europe. Donc, on est dernier, quelque part avant-dernier en matière de conditions de travail. Donc, et plein d'études le montrent. Il y a eu une étude publiée aussi par l'IGAS l'an dernier, en septembre 2025, assez intéressante, où il montre que on a une profonde détérioration des conditions de travail en raison d'un management qui est très vertical, en fait, hein, trop vertical et qui nous vient, en fait, je dirais, des modes de fonctionnement, des modes de l'éducation nationale, des modes de sélection des cercles dirigeants, où on ne travaille pas suffisamment sur la compétence collective, la coopération, mais où on est à chercher l'erreur, où on est à être dans un élitisme forcené. En fait, bon, donc on a un vrai sujet sur la question des cercles dirigeants qui sont sélectionnés et qui, une fois arrivés aux manettes, très vite d'ailleurs, hein, on arrive beaucoup plus tôt à la tête des entreprises en France, des grandes entreprises, qu'ailleurs. Vous voyez, Ouais. prenez par exemple l'Allemagne. Bah, L'Allemagne, on dit vous avez fait votre carrière à 48 ans. Bon, c'est-à-dire quoi? Vous avez en fait une vous avez une formation qui va vous amener jusqu'à 25-26 ans. On va vous sélectionner sur la base d'études et de recherche, puisque vous êtes en Allemagne, c'est le titre qui compte, c'est Heure Docteur, c'est le PhD, c'est le doctorat qui vous permet, une fois que vous l'avez obtenu, de prétendre à des postes à responsabilité. Mais quand vous rentrez dans le poste qui vous accueille, vous rentrez pas au plus haut niveau, vous rentrez plutôt en dessous le middle management, vous voyez. Donc, et après, vous faites vos preuves, compétences collectives, l'animation des équipes, l'obtention des résultats, etc., la connaissance des marchés, la connaissance des produits. Et si tout se passe bien, vous progressez et vous arrivez un peu plus tard, largement plus tard qu'en France, à des postes de responsabilité. Et d'ailleurs, vous exercez vos responsabilités souvent beaucoup plus collectivement. En France, non, c'est pas du tout ça. En France, on va vous sélectionner sur une note obtenue en maths à 18 ans, à l'âge de l'immaturité. Vous allez faire les écoles
maths sup, maths spé, enfin, etc., ou prépa pour la filière plutôt sciences politiques, et vous accédez à des écoles qui vous projettent tout de suite, très rapidement, à des postes de haute responsabilité, y compris, on le voit aujourd'hui, y compris sur le plan politique, mais sans avoir vraiment toute l'incubation nécessaire à la gestion et à la bonne direction. Ce qui fait qu'on bon, voilà, donc on a un sujet, on dit en France, on a fait sa carrière à 23, à 24 ans, quoi, parce que on a un privilège qui est accordé énorme au diplôme initial, au détriment, en fait, de tout ce que vous pouvez apprendre au sein du monde professionnel. Vous voyez, c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, on l'a vu, bon, à de multiples reprises, hein. Alors, attention, hein, je ne suis pas contre les grandes écoles, hein. Quand l'X a fait son dossier sur le burn-out, c'est nous qui l'avons rédigé. Quand il y a eu la crise à l'ENA, bah, on a été nommés comme experts, donc je n'ai pas de souci avec ça, hein. Je dis simplement qu'il faut qu'il y ait une grande diversité, qu'il y ait une plus grande maturation avant d'arriver à des tâches, et qu'il faut revoir des tâches de commandement, et qu'il faut revoir. J'étais assez pour, moi, faire en sorte que l'ENA devienne un peu une école de guerre, c'est-à-dire qu'on permette vraiment l'expérience du terrain, l'expérience, et après qu'on apporte sur le plan, comment dire, de la formation, un enseignement complémentaire, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y a encore très peu de temps, et d'ailleurs ça dure un peu encore. Bah, vous étiez inspecteur de finances, vous sortiez de la boîte, vous n'aviez jamais travaillé de votre vie, vous vous retrouviez en tant qu'inspecteur de finances à analyser des organismes et arrêter des décisions alors que vous n'aviez jamais travaillé. Et quand on voit en fait ce problème, ce qui est assez grave d'ailleurs pour notre pays, et d'ailleurs il ne faut pas s'étonner que notre pays est en train de complètement, je dirais, connaître une spirale négative, c'est que la sélection des cercles dirigeants repose sur une toute petite élite sociale, hein. Je ne vais pas faire un dessin, mais c'est connu depuis largement des dizaines d'années, depuis Bourdieu. On se retrouve avec non pas une base qui permettrait de sélectionner des talents sur une base de 67, 70 millions d'habitants, mais on se retrouve avec même pas 10% de cette base-là. On sélectionne des gens sur une base très, très restreinte, vous voyez. Voilà, donc tout ça pour dire que je n'oppose pas les deux, qu'un univers professionnel, c'est un organisme vivant avec des facteurs de risque, des facteurs de protection, et qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'il y a une dégradation des conditions de travail en raison d'un management qui est complètement, à mon avis, inadapté, Vertical, très. vertical, à l'ère des réseaux sociaux, etc., insuffisamment participatif, un management, donc top management, mais aussi un management intermédiaire qui est très mal préparé. Parce qu'en fait, en France, on fait bouger les gens vers le haut, pourquoi pas, mais en fait, on ne les prépare pas à un management. Alors, par exemple, pas de communication pas de formation à la communication non violente, pas de communication à l'empathie, rien. Donc, les gens, ils ont été bons sur le plan technique, on les promeut. Vous prenez la fonction publique aujourd'hui, la fonction publique, la seule manière d'avoir un peu d'avancement, c'est de prendre des phases. Il n'y a pas d'autre possibilité que de devenir encadrant. Et là encore, on est très short en matière d'accompagnement et de formation. Et ce qui fait qu'on met les gens sous tension. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer psychologie et groupe. Je pense que les individus peuvent faire preuve de résilience, bien sûr, mais les individus aujourd'hui en France prennent déjà énormément sur eux, hein. C'est grâce à leur engagement, grâce à leur résilience que ça tient. Il faut être clair. Alors, Aujourd'hui, la dégradation des conditions de travail qui est pas contestable, tous les indicateurs le montrent. Et je pourrais parler de l'étude de 2004 d'Interheurt, où il y a eu une démonstration qu'il y avait à peu près 3005 à 4000 morts chaque année en France du fait d'un stress chronique professionnel. Vous voyez, bon, tout le montre. Mais globalement, les gens prennent sur eux, les gens sont très engagés. En fait, vous avez en France une partie de la population active qui est extrêmement engagée. Et donc, la résilience, elle est là. Elle est dans un engagement qui est quasiment sacrificiel. Sacrificiel, je choisis mon mot, vous voyez. Et puis, vous avez une grande partie des gens qui ont lâché prise, qui sont un peu perdus parce qu'ils ont perdu leur job, parce qu'ils sont plutôt en déclassement social aussi, après plusieurs mois d'errance, de perte d'emploi, etc. Vous voyez, donc
le vrai problème, il est là, c'est comme faire en sorte que euh, on puisse à la fois renforcer les collectifs. Renforcer les collectifs, c'est bien sûr le changement concerté, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de changements participatifs à la conduite du management, donc beaucoup plus éclairé, bienveillant, etc. Et puis de l'autre côté, effectivement, permettre, par exemple, on le voit dans les grandes restructurations, on ne permet pas suffisamment aux gens qui sont très investis, qui ont des pics d'activité redoutables, de prendre le temps, après un pic d'activité, de se recomposer, de recomposition physiologique. Vous voyez, donc de gérer, en fait, on est toujours dans l'urgence. Et ça, en apnée permanente. Et quand vous êtes en apnée permanente, à un moment donné, il y a des catastrophes qui viennent. Oui. Alors effectivement, vous avez du coup mentionné finalement un objectif d'horizontalité. Il y a un problème de verticalité du management où les managers sont peut-être pas assez formés sur certains sujets. Vous avez parlé de la communication non violente. Vous avez aussi parlé d'objectifs, hein, d'objectifs trop forts, même en citant cette personne là qui c'était qui déjà là qui avait multiplié par deux les objectifs, dit enlevé des Carlos Ghosn. ah et voilà Carlos Ghosn. Euh, d'où une question, d'où ma question, c'est est-ce que parfois, j'imagine que parfois, pour que l'entreprise survive, parce qu'au final, c'est le but, est-ce que parfois c'est inévitable pour l'entreprise de trop en demander au regard de sa situation économique? Et dans ce cas-là, que peut-on faire, quoi? Bah, c'est une vraie question. L'entreprise, elle ne peut s'en sortir que si elle mobilise toutes les énergies de manière alignée, quoi, en fait. C'est ça, en fait, hein, il faut bien Mm, mm. comprendre. Alors, certains y arrivent, hein, il y a beaucoup d'entreprises où tout se passe bien, hein. On parle peut-être d'un tiers des entreprises où il y a de très, très fortes tensions, mais il y a une grande majorité. Quand vous voyez les études qui sont publiées sur la satisfaction au travail, à peu près 73 à 75% des salariés publics, privés, enfin bon, agents publics, fonctionnaires et salariés qui considèrent qu'ils sont à peu près satisfaits de leur travail. Vous voyez, bon, donc c'est pas mal. Après, vous avez un 25% où il y a des tensions énormes, donc où il y a des tensions trop fortes. Voilà, donc la question, elle est je dirais, de comprendre que quand une entreprise, elle peut être avec une temporalité de crise orageuse, de temps plus ou moins nuageux, ou de temps calme. Vous voyez, il y a différentes situations météorologiques de l'entreprise. Une entreprise qui perd un marché important, on le voit aujourd'hui dans la concurrence internationale dans l'automobile, c'est tendu, c'est difficile. C'est difficile. Et effectivement, la manière de répondre à ces objectifs internationaux de maintien, quelquefois en survie, hein, parce que c'est ça la question, ça suppose de vraiment à la fois expliquer, argumenter, établir des arbitrages, mais qui soient acceptés, faire en sorte de mobiliser l'interne pour répondre. Et ça, c'est un art du management. Et le vrai sujet, c'est que alors certains l'ont pas. Parfois, c'est compliqué de, de, comment dire, Mhm. d'aller d'aller mobiliser les énergies. Mais si vous rajoutez à la mobilisation des énergies, à la réponse à la concurrence, donc la définition de produits innovants, l'anticipation sur les besoins, etc., le marketing, le développement et tout. Si pour répondre à ça, vous n'arrivez pas à développer, je dirais, un levier de mobilisation sociale, vous vous retrouvez dans une situation où vous gérez deux difficultés, l'extérieur et puis parfois l'interne. Et là, ça peut être extrêmement grave. Là, vous pouvez peut-être disparaître. Moi, je l'ai vécu déjà dans le passé, ça. Hein. Mhm. Des entreprises qui étaient bouleversées et puis qui devaient vraiment répondre à des problématiques concurrentielles extrêmes. Et d'ailleurs, on pourrait même faire un aparté en matière de conditions de travail. Ouais. Les entreprises qui sont aujourd'hui enfin, vraiment sur le feu concurrentiel international, et puis celles qui en sont à plus ou moins protégées, c'est pas du tout la même tension. Vous voyez, c'est pas la même tension. Mhm. Bah, ce que je vous propose, c'est de partir d'une échelle petite et d'augmenter l'échelle et pourquoi Bien. pas dans le politique même, vous avez commencé à l'évoquer, mais simplement dans une logique d'autonomie, là, moi je suis salarié,
Mm. j'ai pas forcément une grande marge de manœuvre sur ma direction. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour protéger ma santé mentale au travail? Est-ce qu'il existe des habitudes, des pratiques ou des manières de poser les limites qui font réellement la différence sans prétendre résoudre individuellement un problème organisationnel? Alors, c'est une question à la fois un peu plaquée sur le réel. Pourquoi? Imaginons, vous êtes dans une agence bancaire. Globalement, vous avez énormément de travail, mais vous avez une superbe équipe, toute une bande de copains, tout le monde est sur le pont. Bon, globalement, le travail, il est exigeant, mais du fait de l'ambiance, du fait, ça va être peut-être plutôt considéré comme un défi à produire, à tenir, plutôt que d'être une épreuve insupportable. Vous voyez? Donc, c'est compliqué de parfois, pas toujours, hein, mais parfois, d'isoler l'individu du groupe. OK? Si effectivement on vous dit, Vincent, écoutez, vous avez un énorme travail à faire, mais globalement, vous avez une prime considérable ou vous avez un avancement, une promotion, bah, ça va être plus facile, certainement à se mobiliser, à se bouger, à être au rendez-vous de l'exigence, que si on vous dit, Vincent, euh, vous avez ce travail à faire, soit vous le faites, soit vous dégagez, il y en a 3000 dehors qui attendent. Vous voyez. Donc, tout est question, en fait, alors pour l'individu à flux constant, effectivement, lui, il peut très bien déjà connaître un peu la réglementation en vigueur, par exemple, la loi dit Mettling sur le cloisonnement entre la vie privée Ouais. et la vie professionnelle et demander à bénéficier de cette protection. Or, aujourd'hui, cette loi, qui d'ailleurs est issue un peu de l'étude, puisque nous avions fait une étude vie privée, vie professionnelle, nous, un an avant que Bruno, que je connais bien, ne fasse son rapport. Et on montrait bien qu'il y avait une toute puissance du travail qui s'invitait, même Bruno? Je sais pas. Bruno Mettling, Bruno Mettling. Il y avait même donc on avait démontré dans cette étude de 2012 qui était assez remarquable, qui avait fait beaucoup de bruit parce que on montrait que que même y compris elle avait des conséquences sur les activités sexuelles. Oui. Donc, Eh ben, ouais, bah oui, le travail a des incidences très importantes sur la vie des couples. Et donc, enfin voilà, donc l'étude en tant que telle avait fait pas mal de polémiques au début, et puis après elle avait été redécouverte quelques temps après par Libération, parce que les journalistes, bon, n'avaient pas lu vraiment le rapport, et donc le rapport, la partie analyse de la vie sexuelle, s'était enfouie dans le rapport. Ils n'avaient pas lu le rapport. Au début, ils ont repris les chiffres synthétiques qu'on avait donnés, et puis ils se sont après intéressés. Donc, c'est une étude qui a fait en 2012 à peu près 6 mois d'actualité, pour vous dire. Et donc, et après, il y a eu tout le débat avec Meeting. Donc, bah, c'est vrai que déjà, c'est une avancée, mais elle est difficile à faire respecter, tout simplement, parce que quand vous avez dans une ambiance de travail tout le monde qui ne la respecte pas, si vous mettez à dire, attends, moi, il est tel jour, telle heure, c'est euh, compliqué, hein, socialement. ben, voilà, c'est très compliqué de vous mettre en marge, d'être le petit mouton noir qui refuse de travailler, quoi. Donc effectivement, le curseur, c'est à la fois de rappeler tout simplement avec en se mettant un peu en position victimaire, le fait que bah, il faut se préserver en termes de santé. Hein. On peut très bien dire attends, ok, tu me demandes de rendre ce travail pour lundi prochain, mais on est jeudi, c'est 3 ou 4 jours. Donc moi, si effectivement j'accepte de te le rendre le lundi, je vais me retrouver dans une situation où je vais travailler tout le week-end. Et là, malheureusement, je peux vraiment pas. J'ai ma belle-mère qui arrive ou je dois partir avec ma femme. Vraiment, on attend. Mais il faut bien recadrer dans un dispositif argumenté pour mettre le travail à distance. Ou alors, il faut dire, écoute, je suis prêt à le faire, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu peux me donner d'autres compétences? Est-ce que tu peux demander à telle personne de se mobiliser avec moi? Il faut toujours rester en positif par rapport à la production, par rapport à l'entreprise, Oui, par c'est rapport. effectivement. Voilà. Le pire. D'ailleurs, j'avais vu une étude très intéressante qui pourrait vous intéresser, je vous l'enverrai si vous voulez, qui montre que le détachement vis-à-vis du travail est corrélé positivement avec le plaisir au travail et l'engagement au travail. Donc, c'est-à-dire Oui, quand on est à la maison et qu'on pense pas au travail, ben, on a tendance à, paradoxalement, quelque part, plus préférer son travail qu'autrement. tout à fait. Mais d'ailleurs, si on pousse le raisonnement, c'est ce qu'on avait montré, nous, dans l'étude
une étude sur le burn-out qui a permis de sortir le bouquin donc, que vous citiez tout à l'heure, c'est que quand on travaille trop, on travaille mal et qu'on s'épuise et que quand à travailler trop, à travailler mal, à un moment donné, on est dans une situation de un peu d'assèchement, on devient un clown et donc si on ne s'enrichit pas au niveau artistique, au niveau culturel, etc., à un moment donné, bah, on se tire une balle dans le pied parce que tout simplement comment dire les l'entourage, même on s'affadit en fait, on s'appauvrit. Et donc tout ça, ça se joue beaucoup en matière de progression de carrière. Parce que en fait, la carrière, elle dépend de quoi? Elle dépend bien sûr de l'exécution du travail, mais elle dépend beaucoup de l'image que vous donnez de vous-même, de vous-même aux autres, à votre entourage. Si vous avez une image négative, pour ça que par rapport à la gestion je dirais, ou à la mise à distance du travail, il faut faire attention. On peut très bien, par exemple, s'il y a un coup de bourre, dire, écoute, je peux le faire, il n'y a pas de problème, mais bon, moi, je pourrais pas toujours le faire, je sais pas, en trouvant des arguments pour montrer effectivement qu'on est volontaire, mais qu'on ne peut pas être mis à contribution tout le temps. Vous voyez. Donc, il y a tout un travail à faire pour montrer qu'on est en position plutôt positive par rapport à l'employeur et surtout éviter effectivement de donner une image négative de soi. Parce que donner une image négative de soi, c'est faire un pas vers la porte. Ou alors, c'est faire un pas vers le renoncement aux primes, aux avantages, etc., qui peuvent être. Pas vers le placard. Ouais. Voilà. Et donc, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et donc, quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez à mettre à distance de manière responsable le travail, eh bien oui, on le voit d'ailleurs avec les couples qui ont plusieurs enfants. On s'aperçoit que quand les couples ont deux enfants, voire trois enfants, voire plus, ils sont obligés de mettre en place une organisation qui, quelque part, euh, comment dire, fait en sorte de les préserver des effets un peu toxiques du travail. Il y a un moment avant, il y a un moment après le travail. Le travail, la vie, elle ne s'arrête pas au travail. Et donc, le fait est que les enfants, nous, on l'a vu à plusieurs reprises, quelque part obligent à cette organisation. Vous voyez. Et donc, ce qui fait que l'individu, donc de facto, puisqu'il doit s'occuper des enfants, parce il a sa vie par ailleurs, eh bien, il est un peu quelque part protégé, il se protège, la situation le protège. Or, si vous êtes célibataire, très engagé dans votre travail, sans avoir aucune limite un peu temporelle ou sociale, eh ben, vous êtes très souvent plus victime de ce qu'on appelle le burn-out. Je l'ai publié là-dessus pas mal. Bon, voilà, c'est tout à fait démontré. Et donc, la question de l'organisation et de la mise à distance du travail, elle est essentielle. Mais elle ne doit pas reposer que sur l'individu. Elle doit être intégrée par le manager. Le manager, par exemple, s'il a quelqu'un qui est dans un travail compulsif. Travail compulsif, c'est quand les gens se disent, je ne peux pas ne pas travailler beaucoup. Souvent, les gens sont dans une situation d'imagination de la précarité. Vous voyez, je discutais dernièrement avec un gars qui était en Auvergne, dans une entreprise de maintenance, et bon, il était très fier parce qu'il me dit, regardez, je gagne bien ma vie, tout. J'étais très content pour lui d'ailleurs. Et à un moment donné, je commence à discuter et je m'aperçois qu'il avait fait à peu près 60 heures de travail au cours des 2 dernières années. Alors je dis, c'est quand même pas mal, 63 heures et tout. Il me dit, ouais, mais vous savez, moi j'ai ma femme qui est au chômage depuis 2 ans, j'ai 3 enfants, j'ai les crédits, puis la boîte, elle va pas terrible. Donc voilà, donc le gars, il prenait tout, toutes les astreintes, les obligations, enfin tout ce qui se présentait. Il prenait en heures sub, il prenait le week-end, etc. Parce que il voulait se préserver, lui personnellement et sa famille, en démontrant à la fois sa capacité sacrificielle au management et puis y compris à accumuler un peu d'argent pour se préserver d'un mauvais sort. Vous voyez, donc c'est ça le travail compulsif. Alors le travail compulsif, il peut avoir d'autres sources. Hein. Ça peut être, vous savez, on parle souvent, par exemple, des jeunes ambitieux, ce qu'on appelle les cadres dynamiques et tout, qui fait, tu sais, on avait cette image d'attaché caisse il y a une trentaine d'années. Bon, des gens qui s'investissent énormément dans le travail. Mais le travail compulsif, ça peut conduire, s'il n'est pas régulé et s'il se combine avec un travail excessif, assez vite à l'épuisement professionnel. C'est pour ça que le management a une responsabilité, et je parle de management intermédiaire comme le top management, pour réguler en fait les charges de travail et pour faire en sorte que le mec qui prend tout. Regardez l'affaire Kerviel, on n'en a pas parlé, mais l'affaire Kerviel,
Jérôme, il n'avait pas pris de vacances pendant 2 ans. Pas une journée de vacances pendant deux Mm, ans. mm, mm. Si on avait débranché un peu, on aurait peut-être évité cette affaire, parce qu'on aurait découvert assez tôt le fait est qu'il avait un peu roulé sur les trottoirs. Vous voyez, donc c'est ça la réalité. Et là, non, on l'a laissé faire pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Il était resté sans, sans obligation de prendre des repos. Bon, voilà. Donc, la question, elle est simple, c'est que il est nécessaire euh, de, d'avoir un apport dialectique, Mm, management, mm. individu, pour gérer ces questions-là. Parce que si on isole vraiment l'individu une bonne fois pour toutes et ensuite on augmente d'un niveau, là on parle même plus de management et de communication avec ses collègues. Si on pense par exemple, je sais pas, à toutes les techniques potentielles pour gérer son stress, peut-être méditation, peut-être les bains chauds, que sais-je encore, peut-être l'action psychologique de ne pas penser au travail à la maison, etc. Est-ce que vous auriez des recommandations qui vous viennent, qui seraient les plus faciles à implémenter et qui auraient le Alors, plus de déjà, résultats selon vous? déjà, il faut séparer deux choses, le stress et l'anxiété, ce qui est très différent. Hein. Euh, Très souvent, les gens confondent. On peut très bien, comment dire, être stressé sans être anxieux. Par exemple, un sportif qui va courir une course, il est stressé, mais il n'est pas forcément anxieux. Vous voyez. Donc voilà, donc ça, c'est important. Après, le fait est que on peut apprendre à gérer son stress, on peut apprendre, qui est une réponse physiologique à une sollicitation extérieure, hein, comme vous le savez. Bon, on peut apprendre à en juguler les effets quand le stress reste à un niveau normal. Le fait est qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le stress devient de plus en plus chronique dans notre société du point de vue professionnel, sur le plan professionnel. C'est ça qui est la difficulté, c'est que si on prend les services publics, les hôpitaux, si on prend les services judiciaires, si on prend l'enseignement, vous avez un stress chronique qui s'est installé, qui est en fait avec des routines qui sont elles-mêmes stressantes. Hein. Donc, ce qui fait que le stress chronique devient la norme. Et c'est pour ça qu'on a autant de pathologies psychiques, parce que les individus, à un moment donné, ils sont sans arrêt à se mobiliser, à mobiliser leur organisme pour répondre aux sollicitations qui sont trop importantes. Vous voyez. Donc, c'est un constat qu'on vient de faire. C'est un constat même politique. Pourquoi? Parce que les organismes, on le voit aux urgences, on le voit dans certains, enfin, dans les écoles, etc. Les individus sont amenés à se sursolliciter pour faire face à des carences organisationnelles et de management. Vous voyez. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Mm, mm. Alors, en fait, bon, je me rends compte que bon, mes questions sont très intéressantes, mais peut-être qu'on va commencer à manquer de temps. Et je me rends compte qu'en fait, ça serait vachement plus intéressant d'avoir euh, votre point de vue sur des cas concrets, parce que vous en avez eu vraiment beaucoup. Et là, je vois que vous m'en sortez beaucoup. Donc, ce que je vous propose, bon, c'est éventuellement de répondre aux questions que je vous avais envoyées par mail et celles qui vous paraissent les plus intéressantes. Mais j'aimerais bien avoir, si ça vous va, une étude de cas, celle que vous voulez, où vous êtes intervenu pour une entreprise. Alors là, je vous vois plus trop là à l'écran. Mmh. Je vais pas bouger. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oui, voilà. Est-ce que vous avez une étude de cas pour une entreprise, peut-être même France Télécom par exemple, qui m'intéresse beaucoup, où vous êtes intervenu et vous pouvez me dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez observé, c'était quoi les plus gros problèmes et qu'est-ce Bah, qui a fonctionné, quoi, et qu'est-ce qui a peut-être pas fonctionné. Euh, c'est compliqué, l'étude France Télécom, elle est énorme. Ouais. On a rendu 10 rapports, 1000 pages, on a fait 1000 entretiens, 1300 entretiens, 85 000 réponses à notre questionnaire, c'est un truc énorme. On était 30 à travailler sous ma responsabilité. Résumer ça, c'est compliqué. Et puis faire une étude de cas, bon, en plus, moi, je me suis engagé, j'ai signé quand même pas mal de D'accord, de confidentialité. ouais, ouais, là-dessus, parce que quand j'ai gagné l'appel d'offres, c'était compliqué. Donc, euh, c'est compliqué pour moi à France Télécom d'en parler. Bon, il y a un livre qui va sortir, lequel j'ai un peu contribué Ok. indirectement là-dessus. Mais, et puis il y a le film, là. Vous avez vu le film, Par la fenêtre ou par la porte?
Ça, vous Ah, devriez voir. ah Ça, ouais, c'est je devrais. ça, c'est intéressant, ça. Alors, bon, le, le, le film est intéressant pour montrer. Bon, il y a des choses qui manquent, hein, mais il y a quand même une bonne analyse qui a été faite. Il y a des choses qui manquent, mais bon. Euh, voilà, donc je vous résume ma position sur France Télécom en quelques minutes, si Avec vous. plaisir, oui. La boîte était en fait issue de l'administration, hein, puisque c'était la direction des télécoms avant, enfin Poste et Télécom. Elle s'est séparée à travers comment dire, une situation de euh, privatisation. Donc, alors, tout en étant dans une situation d'effervescence au niveau des marchés, puisque les technologies permettaient de vraiment s'affranchir du téléphone filaire, d'aller vers le téléphone portable. Enfin, il y avait énormément d'évolutions et de besoins qui apparaissaient. Le marché était très porteur. Donc, à l'époque, France Télécom, qui était un peu à la fois très avancé sur certains plans technologiques, hein, regardez le Minitel, regardez le Transpac, Mm. etc. Et puis à la fois qui était avec des parts de marché peut-être insuffisantes pour comment dire, tenir par rapport à des grands challengers comme comment dire, comme Deutsche Telekom, etc. Et donc euh, ils ont racheté Orange. Alors le rachat d'Orange c'est intéressant parce que on aurait pu en fait imaginer qu'on fasse une OPE, une offre publique d'échange, et à l'époque ça n'a pas été possible pour des raisons politiques, puisqu'à l'époque le gouvernement Jospin a donné son feu vert pour le rachat d'Orange à la condition qu'il n'y ait pas d'OPE, c'est-à-dire une dilution du gouvernement français, enfin de l'État français au sein de la société. Parce que par ailleurs, Jospin avait quand même pas mal privatisé, y compris les sociétés d'autoroutes, etc. Enfin donc, et il avait peur d'une critique sur la privatisation de France Télécom, critique qui était latente, hein, puisque depuis qu'il laisse, etc. antérieurement, depuis début des années 70, il y avait une profonde avancée vers cette privatisation. Et donc, la privatisation s'est faite essentiellement par un endettement considérable pour racheter Orange, hein, près de 50 milliards d'euros, puisqu'on venait de passer à l'euro. Et juste après, vous avez eu un écroulement en fait du marché appelé dot-com, hein, parce que le marché enfin, des nouvelles technologies, d'Internet, etc., qui était en effervescence, avec énormément de gens qui avaient investi, avec une bulle boursière essentielle. Donc tout s'est écroulé. L'action est passée, je crois, de 297 euros à une quinzaine d'euros. Et donc la boîte était virtuellement en faillite puisque en fait, elle n'avait pas échangé d'actions. Alors, les Anglais préféraient sans doute avoir du cash, mais bon, globalement, elle s'est retrouvée une dette avec une dette énorme. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Mm, mm, mm. Elle s'est lestée d'une dette énorme de plus de 60 milliards. À l'époque, c'était la boîte la plus endettée au monde. Vous voyez, alors, de ce que l'on sait, parce que bon, on connaît pas forcément tout, mais c'était un peu près ça. Et donc, Michel Bon a été remplacé par Breton. Breton a mis en place un premier plan alors, il y a eu, c'est la règle des 3-15, 15 milliards apportés par l'État, 15 milliards, en fait, d'économie, de baisse je dirais, des frais d'exploitation, etc. Et puis 15 milliards enfin, de rediscussion des crédits, etc. Ce qui a permis de sauver la boîte. Et donc, dans les économies qui étaient en fait pressenties, bah, il fallait faire partir énormément de gens. Donc, Breton jusqu'en 2000, en 2006, ça fait partir 26 000 personnes à peu près. C'est un plan, en fait, globalement, on faisait un chèque à des gens qui étaient arrivés à un âge assez avancé, plus de 50 ans. Les gens étaient heureux, ils étaient partis, ils avaient tous les avantages, de l'argent, ils étaient payés jusqu'à la retraite, ils pouvaient faire autre chose. Donc, globalement, ça allait. Mais sauf qu'à un moment donné, bah, vous avez un épuisement. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'était des fonctionnaires à l'époque. Hein. Très important de comprendre, c'était fonctionnaires. Donc, on peut pas licencier comme ça des gens qui sont avec un statut de protection. Et on aurait pu faire autrement, très certainement, comme avait proposé l'Archer à l'époque. L'Archer avait proposé de faire une société de diffisance, de mettre une grande partie du personnel
dans cette société de diffusance, parce que, si vous voulez, une grande partie du personnel était à travailler euh, en fait par tout le temps dehors à l'extérieur, un peu comme les terrassiers dans le BTP, vous voyez, puisque vous tirez des fils, quand vous tirez des fils dans la pampa, bah, c'est un travail de BTP en fait globalement. Et donc on aurait pu faire cette diffusance pour pouvoir éviter de faire pression sur le personnel et que cette société travaille avec en corrélation, en sous-traitance, etc., avec des grands du BTP. On aurait pu imaginer avoir cette sorte d'évolution, mais ça n'a pas été fait. Et donc, on s'est retrouvé avec des sureffectifs de fonctionnaires très importants, avec une société très endettée. Donc, on a pris tous les moyens pour faire partir les gens. Donc, au début, c'était un chèque, ça allait. Après, bon, quand les gens, on avait épuisé, excusez-moi le nom, le stock, hein, je ne trouve pas d'autres mots à me parler là, de personnes qui étaient euh, donc, euh, donc, ils ont mis en place des mécanismes très redoutables, hein. Par exemple, on vous dit, Vincent, bah, écoutez, voilà, c'est simple, tu as tel statut, tu travailles en région parisienne, mais voilà, tu es fonctionnaire, tu déménages, tu vas à Hasbrook, dans 15 jours, tu es à Hasbrook. Ah non, je peux pas, j'ai mes enfants qui sont scolarisés, j'ai ma femme qui travaille ici, etc. Peu importe, tu es fonctionnaire du pays. Et donc, on a retourné, y compris, puisque les fonctionnaires étaient régis par le Code de la fonction publique, et donc l'obligation étant en fait, d'obéir, hein. L'obéissance, c'est la continuité du service public. Vous voyez, donc la contrainte de l'autorité hiérarchique, c'est le fait d'assurer une continuité du service public. Donc, on a retourné en fait le code de la fonction publique contre les agents publics qui, eux, travaillaient dans une société privée. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est de l'ordre de la schizophrénie. Hein. Les gens travaillaient dans une société privée Mm. avec services de société privée totalement, et ils étaient régis par le code public et ils n'avaient pas de marge d'échappatoire. Donc il y avait ça, beaucoup de mobilité forcée, beaucoup de changements. Par exemple, il y avait des boîtes, moi j'ai vu ça sur je sais plus quelle entité, mais on a fermé un site, donc les gens ont dû partir. Je crois que c'était Avignon où les gens sont allés à Aix. Et puis après, on a refermé, ils ont dû retourner, on a réouvert. Enfin, il y a des Et c'est choses. intéressant parce que ça fait un peu effet paradoxal de la protection juridique du salarié. C'est Voilà, très alors, compliqué comme question. ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, problème, il était là avec des techniques comme le time to move, interdisant aux managers de rester trop longtemps en place parce qu'ils avaient peur de la liaison amicale qui pouvait se tenir avec les salariés ou les agents publics, la courbe du deuil qui a été mise en place, enfin bon, plein de choses. C'est quoi Et au la courbe du final, deuil? la courbe du deuil, ouais. La courbe du deuil, c'est en fait, vous savez, attendez, c'est qui? C'est la psychologue, là, son nom va me revenir, qui avait mis en Je place sais un tout de entraînement. suite. Modèle de Kubler-Ross. Culture, là, c'est ça. Ouais. Et donc, cette femme avait mis en place, en aidant en fait les gens qui étaient en fin de vie, y compris leur entourage, elle a mis en place une courbe du deuil qui est assez, une recherche assez remarquable. Mais ils ont pris cette courbe du deuil, enfin, la direction à l'époque, l'ancienne direction, conseillée par des sociétés de conseil vraiment critiquables, je donnerai pas de nom, appliquer la courbe du deuil en faisant en sorte que, voilà, c'est ça, exactement, comme si effectivement, vous voyez, le choc, en faisant un parallèle entre comment dire, la perte d'emploi et la mort, en fait. Vous voyez? Donc, le choc, c'est l'annonce, mais les gens sont en colère au début, vous voyez, ils sont dans une tristesse, puis après, ils acceptent, et à la limite, après, ils reviennent à la sérénité. Ce qu'ils oublient de dire, vous voyez, c'est que très souvent, les gens sont rentrés en dépression et n'en sont pas sortis. Oui. Et de là, effectivement, la crise suicidaire, avec passage à l'acte, etc. Vous voyez, quand vous avez 55 ans, que vous êtes en province, dans des régions pas très dynamiques sur le plan économique, on vous annonce que vous avez perdu votre job, ou etc., c'est une petite mort, c'est très compliqué, vous voyez. Voilà, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, la courbe du deuil a été généralisée. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'elle est encore utilisée aujourd'hui. Moi, je trouve dans nos études, parfois, des rencontres comme ça,
de gens qui ont eu à connaître ça, quoi, dans les pratiques managériales. C'est quand même scandaleux. Enfin bon, il y a eu toute une série de techniques qui ont été mises en place euh, pour aider, soi-disant, aussi à la création d'entreprise. La personne qui allait dans un centre d'information pour créer son entreprise, elle était plus lâchée après. On l'a tannée pour qu'elle parte. Vous voyez, donc il y avait toute une chasse à l'homme quasiment qui a été mise en place. Ah Et ouais. donc, avec tous les effets que ça a eu, donc Vous délétères. pensez que le salarié peut être trop protégé juridiquement parfois? C'est quoi votre point de vue là-dessus, sur cet effet potentiellement paradoxal? Bah, je pense qu'il y Alors, a des, je pense qu'il y a des salariés qu'il faut qu'est-ce qu'il vraiment faudrait protéger. faire? Bah, c'est Vous êtes, sûr. vous êtes juge, vous êtes policier, vous êtes même enseignant. Ce sont des pratiques. Parfois, il faut vraiment protéger. Après, la question du statut de la fonction publique, comment dire, dans ce cadre-là de France Télécom, il y avait un vrai sujet qui était très compliqué à traiter. Hein, donc, je ne suis pas donneur de leçons. Moi, ce que j'ai eu à faire, c'est à gérer les effets de cette qui ont été d'ailleurs comment dire, effets délétères, y compris sur le plan économique, hein, parce que toutes ces externalités humaines, sociales, ces drames et tout, ont eu un coût économique considérable qui avait été totalement sous-estimé par les managers de l'époque. Hein. Voilà, Mm, donc, mm. alors, statut protecteur, je ne sais pas, à dire vrai, aujourd'hui, euh, comment dire, euh, je ne suis pas pour un dumping social libéral, etc. C'est pas ma position du tout. Je considère que on aurait pu peut-être faire autrement. Je vais donner l'exemple de ce que disait Larcher. Et puis, il y a des sociétés qui ont beaucoup mieux géré. On est les Canadiens et tout. Il n'y a pas eu de drame massif. Hein. On a reconverti les gens. Nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les gens qui tiraient des lignes dans la pampa. Ils les ont mis du jour au lendemain sans préparation, ou si ce n'est avec un peu de formation. On les a mis le lendemain dans des agences où ils répondaient, ils devaient téléphoner toute la journée, enfermés dans des agences commerciales, à recevoir des appels et à appeler. Vous vous rendez compte le changement, le choc que c'est quand vous êtes à tirer des lignes et à vous retrouver enfermé dans un univers clos, c'est très compliqué. Et donc, bon, voilà, je pense que la préoccupation humaine n'était pas celle de l'ancienne direction. En fait. Et que, bon, les techniques employées, etc., les problématiques de harcèlement qui ont été reconnues d'ailleurs en termes de harcèlement moral institutionnel, bah, c'était des pratiques très, très critiquables, en fait. Ouais. Mm, mm, mm. Quand l'humanité s'en va, c'est compliqué après. C'est vrai. Est-ce que vous avez un exemple d'intervention que vous avez faite, que vous considérez particulièrement réussie et que vous pouvez nous dire, bah tiens, là on a fait ça, 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 c'était Oui. vraiment les points les plus efficaces, ça a vraiment fonctionné? Bah, si je reprends par exemple ce dont je suis assez fier, hein, parce que c'est une mission très compliquée, et depuis, je pense que personne ne l'a jamais refait. L'exemple Renault dont on parlait tout à l'heure, qu'on est arrivé donc dans une situation vraiment compliquée. Le Technocentre Renault, hein, c'est 12 000 personnes, que des crânes d'œufs, hein, HEC, X, Centrale, etc. Dans une situation vraiment de chaos en fait, hein, quasiment managérial. Bon, on a quand même largement contribué à faire en sorte de trouver des évolutions positives. Donc, oui, donc je suis très fier de ça. Alors, comment on a fait? On a fait cette enquête, on a donné la parole sur un questionnaire à 12 000 salariés, on a fait des entretiens, on a rendu un diagnostic avec des préconisations, une feuille de route, et on s'était dit dès le départ, on reviendra voir les effets de ces recommandations de cette feuille de route 2 ans après. Et ce qu'on a fait, 1 an et demi plus tard, on est revenu, on a redonné la parole aux 12 000 salariés. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est le taux de réponse Oui. qu'on a sollicité donc les salariés du Technocentre, les cadres, hein, pratiquement que des cadres. On a eu un taux de réponse très élevé pour cette population-là, 63%. C'est très élevé. Pourquoi? Parce que, attention, on ne discutait pas salaire, c'est pas une question de rémunération. On questionnait les gens sur leurs conditions de travail. Et des cadres supérieurs, vous voyez? Voilà, donc, effectivement, cette approche était un peu atypique, parce qu'en général, cette catégorie de population n'intègre pas vraiment cette dynamique des conditions de travail.
Aujourd'hui, peut-être plus que les jeunes sont plus formés à ça, mais à l'époque, non. À l'époque, c'est travailler dur. Il y avait un côté un peu machiste même par rapport au travail, un côté même dolosif. Le travail, c'est prenant, ça prend la tête, mais on y va, on calcule pas. Vous voyez, donc interroger les gens sur cette dynamique-là, pas toujours simple. Pas toujours simple, mais en tout cas, ils ont répondu, ils étaient tellement mal qu'ils ont répondu 63%. Et donc, on fait à nouveau en fait, le bilan, un an et demi après, pour moi, c'était essentiel. J'étais là une affaire très, très compliquée. Pourquoi? Vous allez comprendre, Vincent. Je me dis, soit je suis à 63%, les gens me suivent, donc on est à peu près étal comme la première itération, on retrouve à peu près donc les mêmes qui ont répondu, soit je suis moins, alors pour voir de quelle ampleur, je suis à 50, 55, 58, c'est pas la même chose, vous voyez. Donc, mais malgré tout, c'est un miss. Si c'est 50, c'est un échec. Si c'est 58, c'est un mini-échec. Et soit je suis au-dessus. Et si je suis au-dessus, c'est la confirmation qu'on a fait un sacré boulot. Et on est passé lors de l'itération, un an et demi après, avec les 12 000 personnes, on est passé à 72% de réponses. Vous voyez, pour vous dire, et y compris dans l'itération, bien sûr, on avait demandé aux uns et aux autres. Encore une fois, c'est des gens qui sont très formés, hein. On leur avait demandé ce qu'ils avaient apprécié dans les préconisations qu'on avait mis en place pour voir les écarts, pour mesurer les écarts à partir de leur analyse au plus près du terrain, avec une granulométrie fine, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Delgen qui pense que, c'est tel ingénieur qui dit que voilà ce qu'il a vécu. Vous voyez? Et par exemple, on s'est aperçu euh, une des choses très importantes, c'était la question de la latitude décisionnelle. On s'est aperçu que, en fait, dans ce monde, vous avez des gens très formés, mais qui étaient très processés, avec très peu de capacité d'initiative, de latitude décisionnelle, d'autonomie, si vous voulez, de décision. Très peu. L'autonomie de décision était très faible. Et donc, on a vraiment travaillé pour, lorsqu'on a fait le premier bilan, pour dire il faut redonner de la respiration, il faut redonner de la liberté d'initiative, permettre effectivement d'avoir plus d'autonomie, etc., etc. On a vraiment insisté, c'était un des axes majeurs. Et ça, les gens ont énormément apprécié, puisque Bernard Olivier l'a fait. Il a mis en place toute une mécanique pour desserrer, faire des Ouais. réunions pour être moins vertical, comme on parlait tout à l'heure. Parce que Alors c'est ça, quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour déverticaliser? eh ben, il a fait en sorte que les gens déjà décident plus collectivement, que les grandes décisions donnent lieu à partage. Donc ça, c'est très important parce que vous faites appel à l'intelligence collective et c'est pas le chef qui dit que et la personne qui obéit sur sur le couture de pantalon. Deuxième aspect, on a travaillé aussi sur des questions d'information, de transparence des décisions, etc. Sur des problématiques de remontée d'informations du terrain. Enfin, il y a on a mieux fait circuler l'information pour permettre de mettre les gens en responsabilité, en concertation avec la hiérarchie. Hein. C'était pas pour fusiller, non, c'était pour vraiment favoriser, je dirais, l'initiative réfléchie. Vous voyez. Et donc ça a fonctionné très bien. Les gens étaient très satisfaits de ça. Puis après, il y avait d'autres choses. On avait proposé des crèches qui ont été mises en place. On avait proposé parce que les femmes qui travaillaient en tant que cadre sup et qui avaient en fait des enfants en bas âge, c'est compliqué, vous voyez. Donc là, elles avaient deux crèches, elles pouvaient mettre les enfants, enfin rapprocher les voir le midi, etc. On avait proposé aussi parce que c'est un monde particulier, hein, le technocentre, c'est la bagnole, la bagnole, la bagnole. Bon, à un moment donné, il faut peut-être ouvrir un peu vers la diversité, donc un peu plus d'animation, etc. Enfin bon, je ne vais pas résumer tout ce qu'on a pu faire, mais on a vraiment beaucoup travaillé aussi sur le fait d'avoir des réunions d'équipe. Alors lui, il a mis ça en place, il a fait Ouais. la journée où on pose le stylo, comme il disait, et où les gens se réunissaient pour mettre en débat les situations de travail. Voilà, bon. Hmm. Non, il y a eu beaucoup de choses de faites et ça, c'était un succès. C'est un succès et il n'y a jamais eu à ce stade en France une telle opération qui était, attention, qui était en mode partagé, c'est-à-dire qu'il y avait la direction, il y avait les organisations syndicales, il y avait les services santé au travail. Hein, c'était vraiment de la prévention. Moi, je le dis toujours, en matière de prévention, il faut parler à plusieurs voix. Tout le monde était réuni dans un changement partagé, changement concerté. Et ça a bien fonctionné dans les deux cas. C'était ce que vous aviez appelé la journée de l'équipe, c'est ça?
Voilà, Ouais, alors, ouais. c'est pas moi qui l'ai intitulé ainsi, hein, nous, on avait recommandé ça, mais sous une autre forme, et Bernard Olivier a appelé ça la journée de l'équipe. Ok, et c'était une fois tous les combien de temps, vous vous souvenez ou... Tous les 6 mois, je crois, à peu Ouais, près. Ouais. oui, effectivement, parce que j'avais noté, euh, vous avez travaillé sur les horaires excessifs, et puis aussi, bah, il y a eu des recrutements. Oui, les horaires, oui, bien sûr. Alors, les horaires, nous, on avait effectivement montré les amplitudes de travail, mais après, en fait, c'est l'inspection du travail qui a imposé la fermeture, un peu drastique, un peu, parce que enfin, c'était trop contraignant pour les individus, quoi. Voilà, donc on est obligé de fermer l'usine, à un moment donné, obliger les gens à partir du boulot. Parce qu'en fait, la gestion des horaires, vous pouvez la faire, si vous avez la même charge de travail, bon, voilà. Vous voyez, donc, et souvent d'ailleurs, les gens ramenaient du travail chez eux avec des clés USB, etc. Effectivement, oui, donc j'avais vu aussi par rapport au management, hein, c'est ce que vous aviez. C'est marrant de faire le parallèle avec France Télécom. France Télécom ne voulait pas qu'ils deviennent trop amis. Voilà, effectivement, vous avez plus fait du management de proximité. Je ne sais Ouais. pas concrètement comment ça se Bah, mettait en place, favoriser ça. pour favoriser le management de proximité, bah, tout simplement, euh, je me rappelle des cadres arrivaient, je leur posais la question, enfin, dans l'équipe, parce que moi, je m'étais beaucoup investi sur Renault. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'arrive, je me gare, je prends un petit café, je me mets derrière mon ordinateur et puis je travaille. Je dis, votre équipe, bah, je la vois dans les réunions. Tu vois? Bon, bah, par exemple, une des premières choses à faire, moi, j'avais écouté peut-être, il y a un truc qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle le management baladeur. C'est Ouais. le matin, c'est d'aller voir tout le monde, de serrer la main, de discuter, de prendre la température, de se mettre à l'écoute et à disponibilité pour pouvoir être saisi de différents problèmes et de sentir les gens. Quand les gens vont mal, on le sent, on discute avec eux, si on est proche d'eux, etc. Et donc, au début, les gens disaient, mais non, c'est le temps perdu, je vais comprendre tout ça et tout. Bon. Puis après, bon, ça s'est fait. Ça s'est fait, on a réinjecté, comment dire, une dose, pas d'humanité, parce que c'est des gens humains, mais c'est des gens très investis qui courent après le temps. Donc, on a essayé de démontrer combien cette intelligence collective, ce rapprochement pouvait être intéressant, y compris sur le plan de l'efficacité collective, de l'efficience collective. Et Bah écoutez, moi je vais respecter votre temps de travail. merci. On a C'est vrai passé. qu'il y a pas mal de choses, hein, ouais. Ça, Euh, Non, mais écoutez, c'était super intéressant. Alors, on est un peu sorti du plan de route, mais je pense que c'était pour le mieux parce que votre point de vue sur ce que vous avez fait concrètement, en fait, je le trouve très très intéressant. Alors, j'ai évidemment plein de choses encore en tête, hein. Par exemple, voilà, le micromanagement, comment concrètement on peut créer une structure qui ne repose pas uniquement sur des individus, mais qui permet de faire en sorte qu'il est naturellement plus difficile, peut-être avec un peu de skin in the game. Je me demande si vous aviez trois éléments à mettre en place pour une entreprise, même une PME, qu'est-ce que vous choisiriez pour améliorer les conditions de travail? Voilà, je me pose plein de questions, donc je vous laisse le mot de la fin, et même vous avez toutes les questions écrites que je vous avais envoyées. Donc je vous laisse le mot de la fin, Jean-Claude. sur ce que je ferais dans une entreprise, je pense que euh, euh, ce qui marche bien, c'est quand vous avez en fait un dirigeant qui est ouvert, qui est quelque part réceptif, hein, qui n'est pas dans la certitude, parce que c'est le vrai sujet. C'est les gens qui, il y a toujours une grande difficulté quand vous avez des gens qui sont certains, qui ne sont pas à l'écoute et qui en fait ne se remettent pas, qui font pas aucune introspection. Donc quand vous avez effectivement, première chose, euh, faire en sorte qu'il y ait vraiment une liaison entre ce top management et puis les équipes à un moment donné. Et Mm. donc, dans les PME, par exemple, dans une PME, ce qui est très utile, c'est effectivement, à un moment donné ou à un autre, de se donner une respiration collective et de mettre en débat les situations de travail, de voir ce qui va, ce qui va pas, de trouver des enseignements dans ce qui va et d'essayer de régler ce qui va pas. Et ça, c'est tout à fait possible euh, dans une, dans une petite boîte, enfin, dans une PME, c'est tout à fait possible de prendre les mesures pour rester au plus près du terrain, dans une relation en fait
de découverte des irritants, parce qu'il y a énormément d'irritants, et de favoriser en fait le règlement des irritants. Et ça, bon, alors bien sûr, ça suppose un certain nombre de choses. Vous pouvez pas, si les gens sont payés au lance-pierre, qu'ils ont l'impression d'être férocement exploités, vous ne pourrez pas faire ça. Mais il y a des équilibres. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des grands équilibres à respecter en termes de reconnaissance, en termes de charge de travail, mais faire en sorte de considérer les individus comme des êtres agissants qui peuvent apporter l'intelligence collective, qui peuvent contribuer, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bah, écoutez, merci beaucoup, hein. C'était super intéressant. Effectivement, moi, ce que je retiens, hein, c'est, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est la question de comment mettre en place des systèmes qui reposent pas juste sur, tiens, est-ce que les individus sont sympas, mais plutôt faire en sorte que, pour moi, le vrai enjeu, c'est de créer le cadre, l'environnement où les conditions tendent naturellement à s'améliorer, à se réguler, euh, Tout à fait. sans forcément devoir se reposer sur est-ce que mon manager est un sale con ou non. Donc, Ouais. Ouais, mais ça, c'est très très important ce que tu intéressant, dis. même la journée, hein, dont vous avez parlé, la journée tous les 6 mois où on parle, bah, ça fait partie des environnements, des conditions qui font que potentiellement ça puisse Ouais. s'améliorer naturellement, quoi. Moi, je vois par exemple, nous, chez nous, ce qu'on fait à Technologia, on fait des Ouais. réunions régulières où on met en débat euh, les missions qu'on a pu mener. Vous voyez, on Mm. fait ce qu'on appelle retours d'expérience. Et donc, on voit, alors, on voit une mission, de telle mission. Donc, souvent, il y a une ou deux personnes qui parlent de la mission. Voilà ce qu'on a fait, voilà les problèmes qu'on a rencontrés, voilà pourquoi on est en difficulté, voilà pourquoi on a réussi. Enfin, toutes les questions sont abordées. Alors, si vous avez, par exemple, une tension sur les effectifs, eh ben, tout de suite, vous voyez en fait, effectivement que le fait de ne pas avoir, je sais pas, telle ressource critique pour mener telle mission, ben, ça peut être effectivement emmerdant. Vous voyez, donc vous pouvez planifier et réguler en planifiant un recrutement. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, il faut toujours questionner le réel. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui reste ouvert, qui reste un peu dans une logique de disponibilité par rapport au réel et par rapport aux salariés, par rapport à ses collègues, et qui peut effectivement, à partir de son poste, faire des ajustements du pilotage pour traiter les problèmes, pour ne pas faire en sorte que les problèmes ne se posent. Alors, attention, hein, c'est un peu facile à dire, parfois c'est compliqué, mais c'est ça l'idée. Et de piloter avec bienveillance dans une communication, je dirais, adaptée, qui permettent bien sûr de faire preuve de courage parfois, d'exigence bien sûr toujours, parce qu'on ne peut pas réussir sans cette exigence. Moi, je suis à la fois, si vous me permettez, Vincent, à la fois je suis expert dans mon domaine que je connais bien, et à la fois je dirige une entreprise. Parce que bon, on est monté à plus de 220 salariés à un moment donné. Donc, alors depuis, j'ai revendu une partie, on est un peu moins, on est la moitié moins, mais globalement, vous voyez, donc j'ai cette Est-ce que expérience. les cordonniers sont les plus mal chaussés? On ne sait pas. Peut-être, parfois c'est compliqué parce que tout simplement, vous ne pouvez pas éviter les erreurs de management. Vous pouvez être dans des situations des gens qui altèrent votre ADN, des gens qui sont toxiques. On parlait tout à l'heure de la psychologisation des collectifs. Il faut savoir que certains individus instrumentalisent la loi, hein, par exemple dans le domaine du harcèlement moral Mm. que je connais très bien. Vous avez 4 cas de harcèlement moral, 4 cas, quatre types de dossiers, 4 types de dossiers. Le premier, ce sont les gens qui sont victimes de pervers, vraiment de pervers. C'est à peu près 25% des dossiers judiciaires. Après, vous avez des gens qui sont victimes d'un management qui est en fait gros doigt, en fait, pas vraiment éclairé. Vous voyez, c'est 50%. Et puis après, vous avez les gens qui sont en fait qui instrumentalisent la loi par exemple, les dirigeants qui vont, par exemple, on va accuser telle personne de faire du harcèlement parce que bon, on veut s'en débarrasser puisque il est ou moi j'ai le cas par exemple d'un type qui était directeur marketing d'une boîte de cosmétiques qui a 50 et quelques années. Bon, il était jugé has-been par la direction, on l'a accusé, c'est un homosexuel, donc à un moment donné, le gars dans la file du restaurant a discuté avec un jeune type qui venait d'arriver, et puis 15 jours après, lui renvoyé un SMS pour lui proposer en fait de le voir. Bon, bah le gars il s'est fait dégager pour harcèlement sexuel, vous voyez. Bon, voilà, donc on peut accuser quelqu'un pour s'en débarrasser. Et à l'inverse, vous avez aussi bon nombre de salariés qui instrumentalisent la loi.
et il faut le savoir, tout simplement pour des questions financières. Ils ont décidé de partir à un moment donné. Donc, le fait de partir, ça suppose de prévoir l'avenir et donc d'accumuler le maximum je dirais, d'engranger le maximum de royalties et de réaliser un actif qui est celui de la relation avec l'employeur. Et donc, on va accuser l'employeur de ne pas être euh, comment dire, up-to-date en matière de prévention, de ne pas satisfaire à son obligation en matière de santé et sécurité au travail. On va l'accuser de harcèlement moral, etc., pour effectivement tenter de tordre la loi pour soit négocier. Moi, dans mon dernier livre, j'en parle du Ok, chantage, le chantage au harcèlement. Bon, ce qui mm, existe, hein, moi je l'ai vécu plusieurs fois, soit enfin, c'est arriver super intéressant. voilà, et ça, c'est un vrai sujet. L'instrumentalisation de la loi, il ne faut pas croire il y a des gens bien partout, et vous avez des gens qui sont toxiques aussi parmi les salariés, mais quand même pas mal. Et aujourd'hui, dans la période actuelle, il y en a, je pense, de plus en plus. Parce que la valeur travail est en recul, parce que les gens ont vu aussi leurs parents partir avec un coup de pied au cul dans des licenciements difficiles, etc. Et donc, les jeunes générations, elles sont beaucoup plus acculturées aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où vous avez la valeur travail qui recule, eh ben, vous avez effectivement des gens qui, en fait, par cynisme ou par tout simplement ce que j'appelle le TPMG, le tout pour ma gueule, le TPMG, les gens, enfin, essayent de profiter au maximum de situations quitte à créer des conflits. Vous voyez. Bah, écoutez, super intéressant. Est-ce que vous êtes intéressé à débattre farouchement avec d'autres experts, un de ces quatre? Oui, oui, les Super. gens, il n'y a aucun problème. Ça dépend qui, mais ça dépend quand, mais il n'y a aucun problème. Je débat beaucoup déjà, mais pas de Oui. problème. Ouais. Bah, merci beaucoup, hein, c'était super intéressant. Bon courage, hein, Vincent. Eh oui.